Baron Noir, sans doute la meilleure série politique jamais réalisée en France. Si vous êtes fan, vous avez certainement remarqué à quel point les discours et les interventions des personnages principaux sont bien construits et particulièrement éloquents. Donc aujourd'hui, nous allons analyser les techniques rhétoriques de Philippe Rigvart, Cédric Balzan et Amélie Dorandeux pour persuader, convaincre et manipuler leur auditoire. Alors préparez-vous à prendre des notes et à devenir le prochain Baron Noir de la parole. Chers amis orateurs, bonjour. Diffusée de 2016 à 2020, la série Baron Noir nous présente en 3 saisons et 24 épisodes le parcours tumultueux de Philippe Rigvart, cadre du Parti Socialiste, dans un monde politique en mouvement constant. La réussite de cette série, on la doit notamment à ses deux créateurs, Éric Benzécry et Jean-Baptiste Delafont. Je vais être très bref sur ce sujet, mais c'est important de comprendre le contexte de la série avant de s'intéresser à la rhétorique en tant que telle. Sur Delafont, son expérience d'auteur policier lui a permis de donner un certain rythme à cette série, un rythme très particulier pour une série politique. Pas grand chose de plus à dire sur lui. Mais chez Benzécry, il y a un point qui va être ultra important dans la réussite de la série. Baron Noir parle de ce qu'il connaît. Avant de se tourner vers la réalisation, il a été très actif en politique. D'abord membre de l'UNFID, syndicat étudiant proche du Parti Socialiste, il rejoint assez vite le mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon et Julien Drey. Puis il intègre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon, alors ministre délégué en charge de l'enseignement professionnel. Et toute cette expérience est essentielle pour comprendre la série. Les stratégies qu'il décrit, il les a vues en action, voire il les a lui-même mises en œuvre dans le cadre de ses fonctions. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des personnages sont inspirés directement de personnes réelles. Rigvart est le portrait de Julien Drey, Dorandeux de Emmanuel Macron, Balzan est le portrait de Manuel Valls, et on retrouve évidemment Jean-Luc Mélenchon à travers le personnage de Michel Vidal. Mais tout ça, ce sont des évidences. Allons plus loin dans l'analyse et voyons comment toi, tu vas pouvoir t'en inspirer pour convaincre. Dès le premier épisode de la série, on prend une claque. Dans le débat qui oppose Laugier à Ozanné, ce dernier pense l'avoir piégé sur un chiffre. Je n'ai pas cessé de dénoncer vos suppressions de postes, monsieur Ozanné. Combien ? Laugier semble vouloir éviter la question et parle du fond en évitant de parler du chiffre. Je vais vous faire un aveu, je n'aime pas les chiffres. Je pense qu'on gouverne très mal uniquement avec les chiffres. Je pense que les Français veulent élire un président de la République, pas un expert comptable. Ozanné, pensant l'avoir piégé, tape là où ça fait mal, à la crédibilité. Sans les chiffres, comment voulez-vous prétendre à un destin national ? Jusqu'à ce que Laugier le mette KO sur place. 43 000. 43 000 suppressions de postes. Ça, c'est ce que j'appelle avoir mis le coup d'avance. En matière de débat, tu dois toujours chercher à anticiper les attaques, les stratégies que ton adversaire va vouloir mettre en place. Ainsi, tu peux préparer ta défense, mais surtout, tu vas pouvoir essayer de l'emmener là où tu veux. Lui laisser croire qu'il est en train de gagner afin qu'il se relâche. Et c'est à ce moment-là, lorsque sans le savoir, il est le plus vulnérable, que tu vas pouvoir donner un coup violent. Quelque part. Cette idée d'avoir 1000 coups d'avance, on la retrouve partout dans la série. À chacune de ces stratégies, Rigvart veut anticiper les actions et les réactions de ses adversaires comme de ses alliés. Il va jusqu'à anticiper leurs pensées. Pour travailler cette anticipation, tu peux faire un exercice créé par les Athéniens au moment de l'Antiquité, le dissoi logoi. Il consiste à défendre avec la même énergie une thèse, puis son contraire. Grâce à cet exercice, tu vas te placer dans l'esprit de ton contradicteur en imaginant toutes les attaques qu'il va pouvoir utiliser contre toi, et donc te préparer à t'en défendre. En politique comme ailleurs, l'humain est un être qui se laisse toucher par les images. Notre esprit enregistre bien plus facilement ce qu'il voit plutôt que ce qu'il entend. Cette donnée, Philippe Rigvart l'a bien en tête et on la retrouve dans une scène emblématique de la série, la question au gouvernement. À ce moment-là de la série, Rigvart est en train de faire monter une voix dissonante, voire dissidente au sein de la majorité, et il entend bien l'incarner. Il s'appuie pour ça sur le sujet des bacheliers issus des filières professionnelles. Je comprends bien une chose, ces gosses, je les aime, moi. Pour les représenter, lors d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale, il décide donc de s'habiller en bleu de travail. Madame la ministre de l'Éducation nationale, allez-vous étudier la mise en place de quotas réservés aux bacheliers professionnels dans les IUT et les BTS ? Cette tenue a deux intérêts. D'abord, elle lui permet d'établir une proximité avec ceux qu'il représente sans passer par les mots, en allant directement au concret. Ensuite, elle confère à sa déclaration la force des images. Il sait que cette image va être reprise, qu'elle va faire parler de lui et de son sujet. D'ailleurs, cette scène est directement inspirée d'un fait réel. En 1997, le député Patrice Carvalho se présente au sein de l'hémicycle avec ce même bleu de travail. Son objectif, faire savoir qu'il est le seul député issu du monde ouvrier. On peut aussi évoquer François Ruffin et son maillot de foot qui fait appel au même mécanisme.
charisme. Quand tu dois faire une déclaration forte, puissante, qui mobilise et qui fait parler d'elle, tu peux adopter ce type de stratagème. L'idée n'est pas nécessairement de choisir un vêtement qui détonne, mais tu peux utiliser un objet, une photo ou n'importe quoi d'autre qui laisse un souvenir visuel fort dans l'esprit de ton auditoire et va simplifier la mémorisation de ce que tu diras. Tu peux aussi adopter de façon récurrente une spécificité visuelle qui va participer à la construction de ton propre personal branding. C'est par exemple ce que fait Barbier avec son écharpe rouge ou BHL avec sa chemise à col inversé. Moi-même, j'ai longtemps arboré une barbe beaucoup plus longue et des moustaches en guidon afin de participer à l'incarnation d'une image et à créer une spécificité visuelle dans les concours d'éloquence auxquels je participais. Donc toi aussi, tu peux trouver un élément qui deviendra ta propre signature. Mais l'image ou son absence permet aussi de faire des références. Dans l'épisode 3 de la dernière saison, Rick Vart invite Vidal à ne pas faire un message par vidéo, mais uniquement à l'oral, comme une référence à De Gaulle ou à Allende lors de leurs appels respectifs. De Gaulle le 18 juin, pas d'image. Allende à la monnaie d'an 73, pas d'image. Ça laisse les gens libres de s'imaginer ce qu'ils veulent. Tu supprimes toute mise en scène. Tu les forces à se concentrer sur ce que tu dis. Fais-les voyager. Raconte-leur où ils vont. Dis-leur de quoi ils sont capables. Active le micro sur ton téléphone et recommence. Et là encore, la réalité rejoint la fiction, puisque c'est à cet appel du 18 juin qu'a voulu faire référence Éric Zemmour lors de son annonce de candidature à la présidentielle. Je le répète encore une fois, mais l'image est un procédé d'une rare puissance. Il s'accroche à l'esprit de votre auditoire et marque en lui votre image. Si vous l'associez à une référence, à un concept ou à une idée forte, alors toute votre image restera attachée à cette idée et portera votre message. En politique, on peut passer des semaines à réfléchir sur une formulation. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, je vous raconte ça à la fin de cette partie. Dans la série, cette importance donner au mot est bien mise en avant. On la remarque à de nombreuses reprises. D'abord à la suite du discours en bleu de travail dont je vous parlais. Rick Vart veut créer un mouvement qui soit contre quelque chose plutôt que pour quelque chose. Ouais, les élèves issus du professionnel doivent pouvoir étudier dans le supérieur en filière professionnelle, là où les lycéens du général prennent les places, c'est compliqué. Les mouvements en pour, c'est toujours compliqué. Mais non, il n'y a rien de plus simple, on veut des quotas. Parce qu'il le sait, le contre mobilise plus facilement. Lorsqu'il est ministre, il interdit les acronymes au sein de son équipe. Il propose de raboter le FISM. Le FISM, Le Fonds Intersecteur de Modernisation. 954 millions, ils veulent en raboter pour 25 millions. à la caisse. FISM, c'est pas vraiment un acronyme. Cette fois-ci, c'est pour une raison de compréhension et d'image. L'usage d'acronymes donne une impression de technocratie à laquelle il ne veut surtout pas être associé. Il veut au contraire montrer sa proximité avec le peuple dont il cherche l'approbation. Comme le fait Mercier dans ses discours en utilisant le nous inclusif lors d'un de ses discours d'entre-deux tours. Nous sommes nos seuls représentants. Nous sommes notre seul souverain. La question du titre donné à un texte de loi est elle aussi très importante. Dans la deuxième saison, il est question de présenter un texte de loi sur l'euthanasie. Et on le voit bien, même au sein des équipes, il faut faire attention à utiliser les bons éléments de langage. Article sur l'euthanasie. La fin de vie. Ça, je l'ai connu lorsque je travaillais à l'Assemblée nationale. Alors que la loi sur le séparatisme religieux était en préparation, les discussions sur le nom à donner à ce texte ont duré pendant des semaines. Devait-on parler de communautarisme, de séparatisme, d'extrémisme? Chaque terme a un sens, direct et indirect, et fait référence à des idées, voire à des idéologies. Ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est que les mots en eux-mêmes ont une puissance dans la portée de ton message. Plus ton vocabulaire est large, mieux tu vas pouvoir sélectionner les termes que tu dois employer avec finesse. Un vocabulaire plus large te permettra aussi d'adapter plus simplement ton discours à ton auditoire, au contexte, et donc de faire accepter plus simplement tes idées. Donc si tu veux une stratégie très concrète pour travailler ça, je t'invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je te présente une méthode pour développer simplement ton vocabulaire. Tu trouveras le lien à la fin de la vidéo dans la description. Lorsque tu prends la parole, tu ne peux pas dire la même chose selon que tu t'adresses à un CEO ou à un chômeur, à un artisan ou à un artiste. En effet, tu dois chercher à activer deux sentiments chez ton auditoire et la façon de les activer va dépendre de qui tu as en face de toi. Le premier de ces sentiments, c'est le désir. Il faut que tu parles aux intérêts de ton auditoire pour susciter chez lui un désir de te suivre. On voit très bien ça dans le 3e épisode de la saison 2 de Baron Noir. La présidente d'Oran 2 veut faire voter un texte de loi auquel elle tient particulièrement. Mais sa majorité à l'Assemblée, déjà relative, est mise en difficulté par des tensions au sein du parti. Vous n'allez pas voter la loi, c'est le petit sur sa liste. Messieurs, vous aurez l'air de quoi? Oh, attends, on n'est pas cons, nous. Bien sûr. On va la voter, ta loi. Mais les députés qui devaient la voter avant eux, Bah finalement, non. Toutes ces équipes de l'Élysée se mobilisent alors pour convaincre les députés de soutenir le texte. Et au lieu de les convaincre du bien fondé de la loi, ils vont parler directement aux intérêts de leurs interlocuteurs. Les nominations pour les préfets hors cadre ce sont des procédures non seulement très rares, mais également très regardées. Je peux pas me contenter d'une abstention, monsieur le député, je vous assure. dès qu'on a le feu vert de Bercy, ça va hyper vite. Dans 6 mois, vous découpez le ruban de votre commissariat flambant neuf.
Et là-dessus, chaque député a des intérêts très différents. Pas nécessairement, nous pourrions faire appel au Christ. Disons que le pape fera l'affaire. À l'automne, il est toujours question d'une visite d'État à Rome. Le Vatican est un passage obligé. Et c'est très bien parce que Laurent Yvetot sera du voyage. Son vote contre une rencontre avec le pape. Les voies de Laurent Yvetot sont loin d'être impénétrables. Alors bien sûr, je te conseille pas de corrompre tes interlocuteurs comme c'est le cas dans cette scène. Mais essaie toujours de trouver les aspects de ta proposition qui vont parler aux valeurs, aux intérêts de ceux à qui tu t'adresses. Tu en feras ainsi de véritables alliés acquis à ta cause. Le second sentiment, c'est la peur. Elle est elle aussi un fort levier de conviction et d'action. Dans l'épisode suivant, l'épisode 4, Rigvard veut convaincre Vidal de travailler avec Amélie Doran II à une union des gauches. Mais Vidal bloque tout. Alors Rigvard va plus loin. Il veut lui faire comprendre que s'il ne fait pas cet effort, non seulement il ne gagnera rien, mais en plus, il perdra tout ce qu'il a construit. Si tu refuses de soutenir un gouvernement qui fait une constituante, dans la droite ligne de ce que tu proposes, il y aura plus grand monde pour penser que tes idées comptent plus que ton ego. En copywriting, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et en français, on parlera plus simplement d'aversion à la perte. Ce procédé repose sur un biais cognitif très fort. On est plus motivé lorsqu'il s'agit d'éviter de perdre quelque chose que lorsqu'il s'agit de gagner quelque chose. Le risque de sanction est plus fort que l'opportunité d'un gain. J'arriverai plus facilement à te convaincre d'aller à la salle en te promettant de te prendre 50 € à chaque fois que tu n'iras pas, plutôt qu'en te promettant 100 € à chaque fois que tu iras. Donc parle aux peurs de ton public. Mets-le face aux pertes que risque d'entraîner son inaction. Elles lui parleront beaucoup plus que ses espérances. C'est malheureux, mais c'est comme ça. L'éthos, c'est l'un des 3 piliers de la persuasion retenus par Aristote, aux côtés du pathos et du logos. Il correspond à la personnalité de l'orateur, en sa capacité à inspirer confiance et sympathie envers lui-même, et donc par incidence envers ses idées. Dans la série, on retrouve 2 éléments très forts sur l'éthos, le choix de la bonne personne et le renforcement de son image. Le premier point est parfaitement représenté dans l'épisode 6 de la saison 2. À ce moment-là de la série, Cyril Balzan est engagé à fond dans son combat pour la laïcité et pour la mixité sociale. Mais il vient de subir une violente agression dans laquelle il s'est senti humilié. Alors qu'il doit participer à un débat, il voit la solidité de son image réduite et craint de ne pas pouvoir incarner son message. Et donc il va refuser de participer au débat. T'as toujours dit qu'un homme politique devait être capable de s'imposer physiquement pour ses idées, et qu'il faudrait encore au moins 1000 ans pour que l'humanité se débarrasse d'un besoin de virilité. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une victime. Et la pitié, ça sert à attendrir, mais pas à convaincre. Hein. C'est dur. Non, je suis pas dur. Je répète juste ce qu'a dit Cyril Afani. Et il a annulé son débat contre Chalon. Je trouve ce moment très fort parce qu'il incarne une réalité en politique, mais aussi dans la communication en général. Il faut être capable de choisir la bonne personne au bon moment. Selon le contexte, il vaudra mieux choisir un technicien, un commerçant, un client, un partenaire, ou en tout cas une personne différente. Sur ce sujet, j'ai à nouveau un exemple tiré du réel avec le cas Bernard Tapie. En 1989, Jean-Marie Le Pen doit affronter un membre du PS au cours d'un débat télévisé. Le président du FN étant un redoutable débatteur sur la forme, Solferino ne trouve personne de suffisamment coriace pour aller l'affronter sans risquer d'y laisser des plumes. Il cherche quelqu'un de suffisamment costaud pour lui tenir tête et vont finalement faire appel à Bernard Tapie, nouveau membre du parti connu pour son bagou. Ce qui est certain, c'est qu'il a su lui tenir tête. Est-ce que le débat s'en est pour autant trouvé relevé? À vous de juger. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous poli êtes sorti des bas-fonds, on le sait, oui, vous êtes poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Je vais passer plus rapidement sur le deuxième point de l'éthos qui consiste à renforcer son image. Dans ce même épisode, Rigvard va finir par remplacer Balzan alors qu'il vient lui-même d'être condamné par la justice. Chalon, l'équivalent de Marine Le Pen, va mettre en avant ce dernier fait afin de décrédibiliser son interlocuteur. La situation est un peu cocasse. Vous m'interrogez à la manière d'un procureur, alors que vous venez d'être condamné à 6 mois de prison ferme, 18 mois d'inéligibilité. Mais au contraire, Rigvard s'en sert pour renforcer sa position. C'est vrai, et j'accepte ma condamnation. Ce qui me donne un avantage considérable sur vous, monsieur Chalon, dans ce débat. Je suis désormais un homme libre. Je suis inéligible, monsieur Chalon. Je ne demande rien aux Français, ni de m'élire, ni de m'aimer. Puisqu'il n'est plus éligible, il peut parler franchement, il n'a plus rien à gagner ni à perdre, et donc il peut parler sans langue de bois, sans enjeu pour sa propre personne. On peut faire confiance en sa parole. Alors bien sûr, je ne te dis pas qu'il faut être condamné en justice pour renforcer son éthos. Mais si tu veux convaincre, il faut que tu donnes des gages de confiance et de crédibilité à ton public. Ne parle pas que d'intérêt, donne des exemples qui mettent en évidence ta bonne foi et tes valeurs. Si on a confiance en toi, que tu fournis des éléments de fond et que tu parles au cœur de ton public, tu peux être certain que tu parviendras à le convaincre.
Tout au long de la série, on retrouve de nombreuses références historiques. Henri IV avait aussi peu envie de devenir catho que toi de faire l'union de la gauche avec Vidal. Ou politiques. Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme et nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. Robert Badinter. Oui, à propos de la peine de mort. Non, de l'euthanasie. Faire référence à des événements ou à des personnalités du passé peut s'avérer très utile dans le cadre d'une prise de parole. Ce type d'argument, puisqu'il s'agit bien d'un argument, va agir comme un argument d'autorité. Puisqu'un grand homme ou une grande femme a agi de la sorte par le passé dans une situation similaire, alors nous devons suivre ses traces. Ou bien s'agissant d'un événement, telle situation par le passé a entraîné tel résultat, donc dans le cas présent, ça va mener à un résultat similaire. Cet argument est très fort car il place votre action dans les pas de l'histoire. Alors bien sûr, il faut prendre garde à la référence qu'on choisit. Il doit s'agir d'une image de référence acceptée par l'auditoire, d'un socle sûr sur lequel vous allez pouvoir appuyer votre message. On le voit d'ailleurs très bien avec ce que j'appelle la course à l'héritage dans le paysage actuel. De nombreux politiques, tous courants confondus, se revendiquent en héritiers du général de Gaulle ou de Jean Jaurès. Mais le problème dans cette course à l'héritage et dans l'usage de la référence de façon générale, c'est que les situations du passé auxquelles on se réfère ne sont jamais les mêmes que les situations présentes. Et les personnages illustres auxquels on veut se rattacher se sont exprimés dans leur époque, dans un contexte qui est différent de notre époque actuelle, de notre contexte actuel. Dès lors, la référence perd de son intérêt comme élément de preuve. Elle tiendrait donc plus du pathos que du logos, et pourrait servir au mieux d'analogie pour illustrer le propos, sans toutefois le prouver. Comme je viens de le dire, les références peuvent être un excellent moyen d'illustrer un propos sans jamais le prouver. Et de façon générale, c'est une excellente chose de penser à illustrer ce qu'on dit. Lorsqu'on prend la parole, on parle souvent en propos abstraits. On évoque des idées, des théories, des opinions. Mais toutes ces notions abstraites sont difficiles à assimiler pour notre esprit. Il a besoin de se représenter les choses. Il faut donc associer à ces idées des images ou des histoires qui vont venir illustrer le propos. Dans la série, cette idée est très bien utilisée. Dès la fin du tout premier épisode, Laugier veut faire comprendre à ses équipes que Rigvart est un danger, qu'il est prêt à tout et qu'il faut donc s'en méfier. Est-ce que vous savez comment j'ai rencontré Rigvart? Congrès d'Orléans il y a 18 ans. Il était vaguement adjoint à Dunkerque. On sentait le mec qui en voulait, qui avait les crocs. Le deuxième soir, j'arrive sur le parking, ma bagnole, 2 pneus crevés. Et voilà mon Philippe qui passait par là, tranquille, sa voiture garée juste à côté de la mienne. Alors évidemment, il me propose de me ramener à Paris. Et ben, il a mis 14 ans à m'avouer que c'est lui qui avait crevé les pneus de la bagnole. Il est dingue ce mec, j'ai toujours su. C'est un fou dangereux. Plutôt que de l'expliquer, il raconte cette histoire qui révèle le caractère de son camarade. Raconter une histoire qui nous est arrivée, c'est une excellente façon d'illustrer un propos. On aime tous les histoires. Mais on retrouve beaucoup d'autres méthodes pour associer des images à des idées, notamment l'analogie. Il aurait fallu refuser les états généraux parce que Louis XVI les a convoqués. Et la métaphore. Car quand on mélange le brun et le rouge, c'est toujours le brun qui l'emporte. Donc n'oublie pas, pour permettre à ton auditoire de retenir, d'assimiler, de comprendre ce que tu lui dis, parle-lui en images. Tu l'auras compris, Baron Noir est une grande série qui a su analyser son époque politique, son contexte, pour en faire une fiction proche de la réalité et qui aura parfois même anticipé le réel. Je l'ai analysé aujourd'hui d'un point de vue rhétorique, mais j'aimerais terminer sur un message plus politique. La série nous montre un visage très sombre de la politique. Un monde dirigé par les stratégies, par les arrangements d'idées ou de partis, par les égos. Un monde où les ambitions personnelles supplantent les valeurs. Mais plus que cette idée, je retiens pour ma part un moment fort de cette série. Le discours de retrait de la vie politique de Cyril Balzan. Je te le montre juste après, mais c'est pour moi cette image-là que je veux retenir de la vie politique après y avoir moi-même travaillé pendant quelques années. Bien sûr, ce monde, comme tous les autres, n'est pas exempt des ambitions personnelles, des jeux de pouvoir et des stratégies. Mais ces stratégies sont d'abord placées au service des valeurs ou des volontés que ces politiques ont pour leur pays ou pour la collectivité qu'ils représentent. J'ai travaillé avec plusieurs partis, plusieurs mouvements, mais toutes les personnes que j'y ai rencontrées, du militant à l'élu, du conseiller municipal au ministre, étaient toutes animées par leurs valeurs et par leur morale. Je ne dis pas qu'ils avaient tous de bonnes idées ou de bonnes morales, mais ils défendaient ce qu'ils pensaient être juste de leur point de vue. Alors toi aussi, je t'invite à t'engager. Dans un parti, dans une association, dans un mouvement partisan ou non, engage-toi pour défendre tes idées, engage-toi. Toutes les techniques, toutes les méthodes que je vous transmets sur cette chaîne, je vous les transmets uniquement dans ce but.
Non pas pour que vous deveniez des êtres cyniques, froids et méthodiques, mais pour vous permettre de défendre vos idées et de changer les choses. Alors pour avancer sur ce chemin ensemble, abonne-toi et tu pourras continuer à travailler la parole et devenir un orateur accompli, prêt à prendre la parole pour marquer les esprits et pour changer les esprits. Je te laisse sur ce fameux discours de Cyril Balzan. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à la prochaine. J'ai décidé, dès après cette allocution, de quitter définitivement la vie politique. Vous allez continuer. Vous allez continuer parce que les vies militantes sont de belles vies. Engagées, le bon chemin, on a le courage de regarder dans le fait. Ne répétez pas les erreurs que pour ma part j'ai commises. S'engager, toujours pour des idées, jamais pour des personnes. Il n'y a pas de sauveur suprême. Ni Dieu, ni César, ni tribun. Ces mots-là, ne les oubliez jamais. Vous, les idéalistes, les militants, les engagés. Vous, les petites mains, les colleurs d'affiches, les envoyeurs de mails. Vous, les diffuseurs de tracts et les porte-à-porteurs. Souvenez-vous toujours du premier jour. Vous avez poussé la porte d'un local en me demandant est-ce que je peux aider. Souvenez-vous de qui vous étiez alors. Et restez les mêmes.